Alors nous allons voir maintenant la différence entre le marketing traditionnel et le growth hacking. La différence réside principalement dans leurs objectifs, leurs stratégies, leurs ressources et leur approche de la croissance. On va regarder ça en détail. Alors au niveau des objectifs, dans le marketing traditionnel, on va se concentrer sur la construction de la marque, la sensibilisation et l'engagement en utilisant des canaux établis tels que la publicité dans les médias, les relations publiques et le marketing direct. L'objectif est souvent d'augmenter la visibilité à long terme et de construire une relation avec le client. En growth hacking, on va plutôt viser une croissance rapide et mesurable, avec un accent particulier sur l'augmentation du nombre d'utilisateurs ou de clients, souvent dans un laps de temps très court. L'objectif, c'est l'optimisation et la scalabilité des tactiques qui entraînent directement la croissance. Ben oui, growth hacking provient des startups. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite avoir un grand nombre d'utilisateurs, un grand nombre de clients, contrairement aux grands groupes bien établis qui ont déjà des énormes bases de clients et qui doivent bien sûr continuer à développer leur marque et continuer le marketing. Donc en fait, dans ce chapitre, dans cette vidéo, et tous les exemples que je vais citer n'ont pas pour but de dénigrer le marketing. C'est important, il faut construire la marque, il faut sensibiliser, il faut améliorer l'engagement, il faut faire de la pub dans les médias quand on est les grands groupes, bien entendu. Alors voyons des exemples. Dans le marketing traditionnel, on a par exemple Coca-Cola qui utilise même des campagnes publicitaires mondiales pour renforcer sa marque et son engagement client. Il y avait par exemple la campagne Share a Coke, où il y avait des prénoms inscrits sur les étiquettes des bouteilles de Coca-Cola et si vous trouvez une bouteille où il y avait le prénom de quelqu'un, vous pouviez lui offrir. Donc c'était une excellente campagne, ça incitait à partager, à faire connaître encore plus la marque, même si tout le monde sur la planète connaît Coca-Cola. Mais c'était une très belle campagne. Il faut des budgets pour faire ce genre de pub. En growth hacking, pour stimuler la croissance, on va prendre l'exemple d'Uber. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé le comportement des utilisateurs, puis ils les ont segmentés pour mieux les servir ou les cibler avec des promotions, offrant des courses gratuites ou à prix réduit. Cette approche était doublée d'un système de parrainage où les utilisateurs existants recevaient des crédits pour chaque nouvelle personne qu'ils incitaient à utiliser l'application, pour créer un effet boule de neige. De plus, Uber a régulièrement adapté ses prix en temps réel avec une tarification dynamique pour maximiser à la fois l'offre et la demande. Contrairement au marketing traditionnel, qui aurait pu se concentrer sur des campagnes publicitaires coûteuses à la télé ou dans la presse pour construire la notoriété de la marque, Uber a directement ciblé les utilisateurs potentiels avec des offres qui avaient une valeur immédiate. Uber a non seulement encouragé l'adoption de son service, mais a aussi facilité la viralité de son offre, car les utilisateurs étaient incités à partager leur expérience positive et les promotions avec leur réseau d'amis. Cette stratégie a permis à Uber de s'étendre rapidement dans de nouvelles villes et pays, en se concentrant sur les données utilisateurs pour optimiser constamment les offres et les promotions. Uber a pu ajuster son service pour répondre précisément aux besoins du marché local, accélérant ainsi son expansion globale. Donc ce cas de Uber nous démontre ici comment le growth hacking en fait met l'accent sur l'analyse des données. Analyser les données et segmenter va vous permettre très souvent d'être plus efficace que du marketing traditionnel. En privilégiant des actions ciblées qui apportent une valeur concrète et immédiate aux utilisateurs, Uber a non seulement augmenté rapidement sa base d'utilisateurs, mais a aussi solidifié sa position sur le marché face à la concurrence traditionnelle et émergente. Cette approche pragmatique et adaptable est au cœur de ce qui différencie le growth hacking dans le paysage actuel du marketing digital. Au niveau des stratégies, dans le marketing traditionnel, ça repose sur des budgets souvent conséquents pour des campagnes publicitaires, avec des événements sponsorisés, des célébrités ou des stratégies de vente directe. Les décisions, de toute façon,
seront basés sur des études de marché et des prévisions à long terme. C'est du marketing traditionnel. En growth hacking, alors oui, le fondateur a une vision à long terme, mais on n'a pas de santé économique, les startups viennent à peine de naître, ils commencent à grossir, et regardez Google, regardez toutes les plus grosses sociétés, au tout début, elles étaient toutes petites, et elles ont mis quelques années avant de générer de l'argent. Donc, on va plutôt, en growth hacking, au niveau des stratégies, on va utiliser des techniques basées sur les données et l'analyse pour expérimenter rapidement et adapter les stratégies en fonction des résultats. Parce que dans les startups, les gens, ils ont une nouvelle idée, un nouveau produit, une nouvelle offre sur le marché et ils vont se concentrer sur le comportement des utilisateurs pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc les growth hackers exploitent les technologies digitales, les médias sociaux et l'automatisation pour optimiser les tactiques de croissance, puisque le fondement de leur stratégie, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Donc ils n'ont pas le choix. Par contre, la donnée, c'est gratuit, il y a des outils où on peut analyser le comportement et beaucoup de choses sont gratuites sur le digital, et donc nous n'avons pas d'autre choix que de créer des campagnes ultra ciblées en fonction du comportement et des feedbacks des utilisateurs. Alors un exemple, je sais pas moi, Nike par exemple. Nike, bah, lui, il organise des événements et des campagnes médiatiques, il se paye les plus grosses équipes et les athlètes les plus célèbres, les athlètes sportifs les plus célèbres de la planète, avec leur campagne Just Do It, que tout le monde connaît, pour renforcer sa marque et son engagement global. Bon, pour ça, bah oui, facile. Enfin, facile, non, c'est pas facile. Hein. On peut avoir beaucoup d'argent et se planter et ruiner la boîte. Et ils font des belles campagnes, Nike, avec des beaux spots. Mais encore une fois, niveau stratégie, ben, vous êtes dans votre chambre en mode growth hacker, vous n'avez pas les moyens de vous payer une superstar du NBA ou du football. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, un exemple, Hotmail. Alors, Hotmail, c'était l'un des premiers services à offrir des emails personnalisés. Genre Gmail, Hotmail, Caramel, Yahoo, on peut avoir des emails personnalisés. Bah, à sa création, Hotmail, il cherchait une méthode efficace et peu coûteuse pour augmenter rapidement leur base d'utilisateurs. D'accord ? C'est un service gratuit. Donc, le business model est très certainement basé sur la publicité, mais si on n'a pas d'utilisateurs, ben, on ne peut pas gagner d'argent. Donc il faut, premier objectif, grossir la base d'utilisateurs. Alors je vous épargne les réunions où il y a des tas d'idées ont émergé, elles ont été discutées, échangées, faire de la pub à la télé, magazine, la radio, etc. Mais tout cela coûtait cher. Donc il y a une solution ingénieusement simple. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont ajouté une ligne de signature automatique à chaque email envoyé via leur service qui disait PS, I love you, get your free email at Hotmail. Donc en français, PS, postscriptum, je t'aime, obtenez votre email gratuit sur Hotmail. Le marketing, il était dans le produit lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, cette tactique, elle exploitait chaque email envoyé par les utilisateurs existants comme un moyen de promotion virale. Chaque destinataire d'un email Hotmail se voyait offrir la possibilité de créer son propre compte email gratuit, simplement en cliquant sur le lien inclus dans la signature. Et à cette époque, il faut remettre le contexte aussi. Il n'y a pas encore tout le monde qui a leurs adresses mail personnelles. Les adresses mail à l'époque, c'était les noms de domaine des sociétés. Mais on était au début d'Internet. Résultat, effet exponentiel. En quelques mois, des millions d'utilisateurs sont inscrits à Hotmail, faisant de la plateforme l'un des services de messagerie les plus populaires du web à l'époque. Cette petite start-up relativement inconnue est devenue un acteur majeur de l'Internet. Finalement, ils ont été rachetés 1 an et demi plus tard pour 500 millions de dollars. Cette stratégie de Hotmail illustre parfaitement le cœur du growth hacking. Trouver une méthode créative et rentable pour accroître rapidement la base d'utilisateurs en tirant parti des ressources existantes. Dans ce cas, c'était les mails envoyés par les utilisateurs. Donc plutôt que de s'appuyer sur des campagnes publicitaires traditionnelles, Hotmail a utilisé une fonctionnalité simple mais puissante
de son produit pour encourager la croissance organique, démontrant ainsi l'efficacité d'une approche de growth hacking bien conçue. Alors au niveau des ressources, en marketing traditionnel, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ça dépend fortement des budgets publicitaires et des ressources externes comme les agences de pub, les consultants en marketing. Donc il faut de l'argent. En growth hacking, on n'en a pas forcément besoin. On va s'appuyer sur des outils numériques, des plateformes accessibles pour exécuter des campagnes, souvent avec des budgets beaucoup plus serrés, beaucoup plus fins, avec un ciblage beaucoup plus précis et avec une équipe en interne assez polyvalente. Où on va le voir avec la méthodologie, on va faire des réunions growth avec des sessions de brainstorming où il va falloir proposer des idées pour croître rapidement. Ces idées vont mener à des expérimentations, des tests, des analyses et de la croissance. Alors des exemples, au niveau des ressources, marketing traditionnel, on a les grandes campagnes, des grands groupes comme Nestlé, BMW ou n'importe quelle grosse société internationale. Eux, ça va à coût de milliards de dollars de campagnes interplanétaires pour promouvoir leurs produits à travers des publicités télévisées, des placements dans les films, les sponsors, les stars, les célébrités, les joueurs de foot, etc. D'accord? Growth hacking, on n'a pas les moyens. Par exemple, LinkedIn au début. Il cherchait des moyens d'augmenter l'engagement utilisateur et d'élargir la base d'utilisateurs. La plateforme a déployé une stratégie de growth hacking intelligente en introduisant les endorsements. C'est la validation de compétences. Oui, ils cherchent un emploi. Et sur ce même réseau social, il y a des recruteurs. Donc cette nouvelle fonctionnalité d'endorsement permettait d'inviter des personnes, dont beaucoup n'étaient pas encore inscrits sur LinkedIn, à rédiger une recommandation sur LinkedIn pour mettre en valeur le profil de la personne. Cela a non seulement augmenté l'engagement des utilisateurs, mais en plus ça a ramené de nouvelles personnes sur le réseau LinkedIn. Alors l'exécution, c'était simple d'utilisation. La fonctionnalité Endorsements permettait à des utilisateurs de cliquer sur une compétence listée sur le profil d'un contact, ce qui a ajouté une couche d'interaction sociale et de crédibilité au profil. Ces validations ont aidé les utilisateurs à se démarquer auprès des recruteurs et des professionnels du réseau, augmentant ainsi leur valeur sur la plateforme. En ajoutant une fonctionnalité qui encourage les interactions positives entre les utilisateurs et qui augmente la valeur perçue de leur présence sur la plateforme, LinkedIn a non seulement renforcé l'engagement, mais a aussi attiré de nouveaux utilisateurs, désireux de bénéficier de la reconnaissance professionnelle au sein d'un réseau mondial. Donc ces cas soulignent l'importance de comprendre les besoins et les comportements des utilisateurs pour concevoir des fonctionnalités qui favorisent une croissance organique et soutenue. Quant à l'approche, dans le marketing traditionnel, on utilise souvent une approche top-down, où en fait, vous avez les grandes lignes de la stratégie sont définies par la direction tout en haut, et ils sont mis en œuvre par les niveaux du dessous sur une période étendue. Et tout en bas, on a les consommateurs qui profitent donc des offres et des choses qui ont été décidées tout en haut. En growth hacking, ça va plutôt être une approche contraire. C'est une approche bottom-up, c'est-à-dire centrée sur l'expérimentation continue et la collecte des feedbacks pour s'adapter rapidement au feedback des utilisateurs pour optimiser la croissance. Donc on va plutôt être orienté vers le client. On va les écouter pour produire le meilleur service ou produit du monde. Des exemples. En marketing traditionnel, on va avoir les campagnes, des campagnes saisonnières de grandes marques, de magasins qui visent à attirer les clients dans leurs magasins pendant des périodes de forte consommation. C'est par exemple à Noël, le Ramadan, Pâques. Vous voyez tout cela dans les hypermarchés. À Pâques, à l'entrée du magasin et les prospectus, ça va être les œufs de Pâques. À Noël, ça va être la dinde, les huîtres et les jouets. D'accord? Donc ça, c'est le marketing traditionnel. En growth hacking, je peux vous citer un bon exemple, c'est Trello.
c'est une excellente startup qui a su utiliser les feedbacks utilisateurs pour catalyser leur croissance. Alors Trello, c'est quoi? C'est une application de gestion de projet en fait, et de collaboration en équipe. Et le défi qu'avait Trello, c'était de simplifier la gestion de projet et la collaboration en équipe. C'est pour ça qu'ils ont créé leur application. Mais pour s'assurer que l'outil répondait véritablement aux besoins des utilisateurs, il était crucial d'incorporer les retours des clients, des utilisateurs, dès le départ. Donc la stratégie de Trello, ça a été une approche très ouverte en matière de feedback utilisateur. Dès les premiers jours, l'équipe de développement a encouragé les utilisateurs à partager leurs impressions, leurs besoins non satisfaits et leurs suggestions d'amélioration. Et grâce à une interface utilisateur intuitive, Trello a facilité la soumission de feedback directement via l'application. L'équipe a également créé des forums, des groupes communautaires, où les utilisateurs pouvaient discuter de l'outil, partager des astuces et proposer des nouvelles fonctionnalités. Trello n'a pas seulement recueilli ces feedbacks, l'entreprise les a analysés et intégrés rapidement dans ses cycles de développement. Cette boucle de feedback a permis à Trello de lancer des fonctionnalités très demandées, comme par exemple des power-up, c'est des sortes d'extensions qui permettent d'intégrer d'autres applications et d'autres services à Trello. Et ça a amélioré constamment l'expérience utilisateur. Les résultats, c'est qu'en mettant les feedbacks utilisateurs au cœur de son processus de développement, Trello a réussi à créer une application extrêmement adaptée aux besoins de ses utilisateurs, ce qui a conduit à une croissance rapide de sa base d'utilisateurs. De plus, cette stratégie a favorisé un sentiment de communauté et d'appartenance parmi les utilisateurs, qui se sentaient écoutés et valorisés par l'équipe de Trello. L'exemple de Trello donc démontre l'importance cruciale des feedbacks utilisateurs dans le growth hacking. En adoptant une approche centrée sur l'utilisateur, en écoutant activement leurs suggestions et en adaptant rapidement le produit, en conséquence, Trello a non seulement optimisé son offre, mais a également bâti une relation solide et durable avec ses utilisateurs, propulsant sa croissance sur le marché compétitif des outils de gestion de projet. En résumé donc, tandis que le marché traditionnel se concentre sur la construction de la marque et l'engagement à long terme à travers des canaux établis, le growth hacking se concentre sur l'innovation et l'utilisation agile des données pour stimuler rapidement la croissance. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui tentent à combiner ces deux approches pour maximiser leur impact sur le marché.